بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, les caractéristiques de support de transmission. Comme toujours, on commence par l'introduction. Nous avons que l'information qui transite sur les réseaux de télécommunications consiste en messages de type divers. Ce message peut être de type texte, son, image fixe ou bien animé ou bien vidéo, etc. Nous avons que la forme que revêt cette information est commode pour une communication directe et classique. Vous avez des conversations, des échanges sur papier, etc. Lorsque les interlocuteurs sont en présence, bien sûr. Quand ils sont distants l'un de l'autre, l'emploi des réseaux de télécommunications est une manière moderne de résoudre la transmission d'informations. Toutefois, pour les nécessités du transport, la transmission d'un message nécessite un encodage en signaux de type électrique ou bien électromagnétique. Vous voyez dans la figure numéro 1 la transmission d'informations. On commence par un message qui doit être envoyé à travers un émetteur. Voici la sortie de l'émetteur, ce sont des signaux et le sens de transmission de l'émetteur à la récepteur et les voies de transmission sont bidirectionnelles. On arrive au récepteur et la sortie, on aura un message. Donc, l'émetteur et le récepteur sont de nos jours des ordinateurs. La voie de transmission, quand vous voyez la figure numéro 1, peut être une simple liaison directe entre émetteur et récepteur ou beaucoup plus complexe dans le cadre d'un ou plusieurs réseaux de télécommunications. Nous avons que les signaux sont les véhicules de transport de l'information. Ces signaux peuvent être analogiques ou bien numériques. Quand vous voyez sur la figure numéro 2, donc, vous voyez des signaux analogiques représentés par une grandeur physique variant de manière continue dans la figure numéro A et discrète dans la figure numéro B. On passe maintenant au type de transmission. Nous avons que les supports de transmission sont nombreux. Parmi ceux-ci, on distingue les supports métalliques, non métalliques et matériels, etc. Nous avons que les supports métalliques comme les paires torsadées et les câbles coaxiaux sont les plus anciens et les plus largement utilisés. Ils transportent des courants électriques, les supports de verre ou de plastique comme les fibres, bien sûr. Optique, on va voir dans le chapitre numéro 3. Elle va transmettre la lumière, tandis que les supports et matériels de communication sans fil propagent des ondes électromagnétiques et sont en plein essor, bien sûr. On passe maintenant aux caractéristiques globales des supports de transmission. Nous avons, quelle que soit la nature du support, le signal désigne le courant, la lumière ou bien l'onde électromagnétique transmise. Certaines caractéristiques des supports, par exemple la bande passante, la sensibilité au bruit, les limites des débits possibles, bien sûr en perturbant la transmission. Leur connaissance est nécessaire pour fabriquer des bons signaux, c'est-à-dire les mieux adaptés au support utilisé. On passe deuxièmement la bande passante et la bande atténuée, ou bien l'atténuation. Nous avons que les supports ont une bande passante limitée et certains signaux se propagent correctement. Ils sont affaiblis, mais reconnaissables à l'autre extrémité, alors que d'autres ne les traversent pas. Ils sont tellement affaiblis ou bien déformés qu'on ne les reconnaît plus à la sortie. Intuitivement, plus un support a une bande passante large, plus il transporte d'informations par unité de temps. Nous avons que la bande passante, c'est la bande de fréquence dans laquelle les signaux appliqués à l'entrée du support de transmission ont une puissance de sortie supérieure à un seuil donné, bien sûr après traversée du support. Le seuil fixé correspond à un rapport déterminé entre la puissance du signal d'entrée et la puissance du signal trouvé à la sortie, qu'on va voir dans la figure numéro 2. En général,
On caractérise un support par sa bande passante à 3 décibels, c'est-à-dire par la plage de fréquence à l'intérieur de laquelle la puissance de sortie est au pire divisée par 2. Si on note PS la puissance de sortie et PE la puissance d'entrée, l'affaiblissement grand A en décibels est donné par la formule suivante. Nous avons que grand A égale 10 multiplié par log décimal de la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Pour un rapport de puissance de sortie divisé par puissance d'entrée qui est égal à 0,5, on trouve 10 par log décimal de PS sur B2 égale à 3 décibels. On passe maintenant à la sensibilité au bruit. Nous avons que le bruit consiste en signaux parasites qui se superposent au signal transporté et qui donnent en définitive un signal, cette fois-ci déformé. Donc, vous voyez la figure numéro 3, un signal émis en bleu et le signal reçu, bruité, en rouge. Bien sûr, on voit que l'amplitude en fonction du temps de notre signal. C'est la sensibilité du signal au bruit. On distingue 3 types de bruit. Nous avons premièrement le bruit déterministe. Il dépend des caractéristiques du support. Deuxièmement, nous avons le bruit aléatoire. Ce sont des perturbations accidentelles. Troisièmement, nous avons le bruit blanc. C'est l'agitation thermique des électrons. Nous avons que le bruit le plus gênant est évidemment le bruit aléatoire. Il peut modifier notamment le signal à certains moments et produire des confusions entre 0 et 1. Pour cette raison, il faut veiller à ce que la puissance du signal soit supérieure à celle du bruit. Le paramètre correspondant est le rapport signal sur bruit, S divisé par B défini en décibels par le rapport signal sur bruit en décibels, c'est 10 log décimal de la puissance en watts de sortie du signal divisé par la puissance du bruit en watts. Sachant que PS et PB désignent respectivement les puissances du signal et du bruit. Maintenant, on va voir et on va définir c'est quoi l'impédance caractéristique. Nous avons que l'utilisation d'une ligne de transmission et principalement la transmission d'énergie électrique qui, par une modulation appropriée, supporte une information. La bande transmission de cette information supporte le bande transfert de l'énergie, ce qui suppose une bonne adaptation des impédances à l'entrée et à la sortie du câble. Bien sûr, cette bonne adaptation se produit quand l'impédance déterminisant est égale à l'impédance caractéristique du câble. On parle d'adaptation d'impédance. Si l'adaptation d'impédance n'est pas réalisée, le transfert d'énergie n'est pas total et la part d'énergie non transférée repart dans le câble. C'est pour cela que quelques valeurs d'impédance caractéristiques ont été choisies pour faciliter le travail des concepteurs dans l'utilisation des câbles coaxiaux et de leur terminaison, c'est la construction d'antennes et les composants standards, etc. Donc, vous voyez sur cette figure la représentation électrique des composants élémentaires d'une ligne de transmission. Bien sûr, pour une ligne de transmission réelle avec perte, comme vous voyez sur la figure 4, l'impédance caractéristique est exprimée par ZC, qui est égale à la racine de la résistance grand R plus GL oméga, divisé par grand G plus GC oméga. Sachant que grand R et grand G représentent respectivement la résistance et la conductance de perte par unité de longueur. On remarque qu'à haute fréquence oméga est assez grand, la résistance et grand G sont négligeables devant la valeur de la bobine GL oméga et GC oméga du condensateur, d'où la bonne approximation sur une ligne réelle à haute fréquence de ZC qui est égale à la racine de la valeur de l'inductance L divisée par le condensateur. Nous avons que la détermination pratique de l'impédance caractéristique dépend des paramètres physiques de la ligne. Par exemple, pour un câble coaxial,
L'impédance caractéristique ZC dépend du rapport des diamètres du conducteur intérieur et du conducteur extérieur, ainsi que la constante D électrique de l'isolant cette fois-ci. Nous avons que les valeurs normalisées ont été adoptées parce qu'elles minimisent les pertes par effet Joule. Pour une ligne imprimée micro-ruban, l'impédance caractéristique dépend du rapport entre la largeur du ruban W et l'épaisseur H de l'isolant entre le ruban et le plan de masse et de la constante D électrique de l'isolant. Nous avons des valeurs typiques de l'impédance caractéristique variable de 50 à 75 ohms pour une ligne coaxiale, 120 ohms pour une paire torsadée, 200 ohms pour une ligne bifilaire. Qu'est-ce qu'un coefficient de réflexion cette fois-ci? Nous avons que le module du coefficient de réflexion en un point de la ligne de transmission, c'est le rapport de l'amplitude de la tension directe, l'incidente générée par la source et l'amplitude de la tension réfléchie par la charge. Elle est exprimée par R qui est égal V réfléchi sur V incidente. Bien sûr, ce rapport pourra évoluer entre 0 pour une absence de la tension réfléchie et 1 pour une réflexion totale. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'un coefficient de transmission. Nous avons que le coefficient de transmission est par définition le rapport entre l'onde de tension transmise à une charge ou à une liaison entre deux lignes. Et l'onde de tension incidente se propage vers la charge. Donc, vous avez T égale V transmise divisé par V incidente. Septièmement, on va définir qu'est-ce qu'une onde stationnaire cette fois-ci. Nous avons que l'impédance, quand l'impédance de la charge est différente de l'impédance de la ligne de transmission, dans ce cas, on dit qu'il y a des adaptations d'impédance. La puissance qui se propage sur la ligne sous la forme d'une onde progressive est partiellement réfléchie au niveau de la charge. Bien sûr, cette puissance réfléchie va à son tour se propager dans le sens contraire vers l'émetteur. Bien sûr, il va alors se produire un phénomène d'interférence entre l'onde incidente et réfléchie. Nous avons qu'en certains points de la ligne de ces deux ondes seront en phase. L'amplitude résultante de la tension est alors maximale, donc Vmax. En d'autres points de la ligne, l'onde réfléchie sera en opposition de phase avec l'onde incidente. Nous avons que l'amplitude résultante sur la ligne sera minimale, Vmin, et le rapport d'onde stationnaire, le ROS, est égal au rapport entre la tension Vmax et la tension Vmin. Nous avons que le rapport d'onde stationnaire est égal à ρ, est égal à Vmax divisé par Vmin, et Vmax, c'est V incidente plus V réfléchi, et Vmin qui est égal à V incidente moins V réfléchi. Nous avons que la valeur du rapport d'onde stationnaire évolue entre 1 et l'infini. Quelle est la relation entre le rapport onde stationnante et le coefficient de réflexion? On peut exprimer la valeur du rapport onde stationnaire en fonction de coefficient de réflexion. C'est le module de coefficient de réflexion. Donc, le ROS est égal à ρ, est égal à Vmax divisé par Vmin. Donc, c'est V incidente plus V réfléchi divisé par V incidente moins V réfléchi. Et nous avons le rapport ROS est égal à ρ est égal à 1 moins le coefficient de réflexion divisé par 1 plus le coefficient de réflexion. Nous avons que les sigles TOS et ROS ont la même signification. Les termes taux et rapport sont simplement des synonymes. On termine avec l'utilisation de la bague de Smith. On va commencer par présentation et intérêt de la bague de Smith. La bague de Smith permet de lire graphiquement les valeurs du coefficient de réflexion et d'impédance Z de X. Bien sûr, on lit Z de X directement sur la bague
aux intersections des arcs de cercle où on obtient grand R et grand X. Et on notera Z de X d'impédance qui est égal à grand R plus G grand X. R, c'est la résistance et X, c'est la réactance. Nous avons que le vecteur reliant le centre de la BAC au point ZC, Z de X, pardon, c'est la valeur du coefficient de réflexion que l'on trouve en considérant que la BAC a un rayon 1 et le coefficient de réflexion est égal le module par exponentielle G phi. La circonférence de la BAC est graduée en longueur d'onde. Nous avons dans ce cas une demi-longueur d'onde sur la ligne qui correspond à une évolution complète sur la BAC. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre pour les caractéristiques des supports de transmission. Je vous remercie infiniment pour votre attention et on va terminer le chapitre numéro 2 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.